que lorsqu'on voit une image de rêve ou bien un film et qu'il y a une émotion qui nous prend, très souvent cette émotion nous prend et on est incapable de dire pourquoi. Il y a donc cette puissance de l'image vue qui est l'image de rêve et puis l'image de film, le cinéma, ce qui fait si profondément partie de notre culture. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire pourquoi? C'est qu'il y a dans une image, surtout dans des scènes un peu justement émouvantes, quelque chose qui est tout à fait contradictoire. Par exemple, une scène de violence, il y a à la fois la fascination pour la violence, parce qu'on sait à l'avance qu'on va voir un film de violence, et donc il y a une fascination pour la haine, l'exercice de la haine, et en même temps, on peut dire un dégoût devant cette haine que nous n'exercerions pas nous-mêmes. Donc c'est une émotion qui est contradictoire et qui ne peut sortir à cause de la contradiction que sous forme d'image. Donc ça, ce qui se passe, le moment aigu de l'émotion, ça n'entre pas dans les comportements. Ça n'est pas mesurable. Ça n'est pas mesurable et c'est déjà vrai pour nous, et c'est encore plus vrai pour un enfant, quand il y a quelque chose, une scène, quelque chose qui arrive, qui est contradictoire pour lui. Il enregistre l'image, et l'image, tant qu'elle ne parle pas, eh ben, il y a un arrêt sur image. Quelque chose qui fait, d'une façon ou d'une autre, symptôme, il y a un blocage, justement, tant que les images ne parlent pas. Voilà, donc je prends ce recul de parler de ce rapport à la duplicité de quoi? À la duplicité de la vie, parce que la vie, quand on voit des choses comme ça, même chose, elle s'enregistre. Nous ne gardons pas toutes les images, nous gardons celles qui sont chargées de cette émotion, cette duplicité. Et quand on va au cinéma et qu'on voit, pour reprendre cet exemple, des images qui nous émeuvent, au fond, ce qu'on voit, ce qui nous émeut, c'est la vie, on peut dire, c'est la vraie vie, celle qui s'enregistre de cette façon-là. Et en plus, c'est quelque chose que nous partageons quand nous allons au cinéma. C'est pas la même chose de voir un film au cinéma ou de le voir chez soi. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'on entre dans un socius, dans un rapport à la société où nous vivons, dans un monde d'humanité partagé. Voilà, ce qui est partagé au moment de cette émotion. Alors, est-ce qu'on peut dire que toute cette émotionnel, c'est de l'affectif, du sentiment, de l'indicible, qui ne serait en tout cas pas du tout scientifique? Mais s'il s'agit de la condition même de la subjectivité qui se marque par cette émotion elle-même, on peut dire que c'est la condition même de la scientificité. Il n'y a pas de science sans conscience, et la conscience, c'est ce moment où nous sommes plus grands que le paysage, et donc où nous pouvons le comprendre, éventuellement le mathématiser. Mais le scientifique est secondaire à cette scientificité, à ce moment d'émotion, je veux dire. Voilà. Et ce qui est vrai pour nous, c'est encore plus vrai pour un enfant. C'est une émotion, mais c'est une émotion qui est, comme j'ai dit, contradictoire. C'est pour ça qu'elle s'imprime, pas pour autre chose. Elle est impure. Impure. J'emploie un mot fort pour dire qu'elle n'est pas rationnelle au sens habituel du terme. Et c'est cette impureté, je dirais, je fais une diagonale un peu rapide, qui obsède n'importe quel neuro n'importe quoi, on peut dire. Maintenant, on met le neuro comme ça pour dire qu'on est pur, en quelque sorte. Bientôt, il va y avoir des neuropsychanalystes bio, élevés sous leur mère. Enfin, je veux dire, il y a ce souci de pureté qui envahit notre société. C'est un souci de pureté inquiétant, parce que notre vie est dans l'impureté. Voilà. Donc, il y a là, je crois, un argument majeur qui explique des positions un peu fortes qu'on a prises. Et que, par exemple, quand les neuroscientifiques qui prétendent diriger maintenant le Conseil scientifique de l'éducation nationale
affirme que le cerveau sécrète tout seul de la pensée. Hein. Mais c'est ce qu'écrit Dehaene. Hein. Il emploie le terme cortico ergo sum, c'est-à-dire le cortex produit de la pensée tout seul. Non mais je veux dire, on en est à cet état d'angoisse devant l'impureté, c'est ça, devant le baroque de la vie, on peut dire. Hein. Alors, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est une référence, quand on parle du cerveau qui produirait ça tout seul, ce sont des thèses eugénistes. Peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes que c'est les mêmes thèses que celles qui ont précédé de plusieurs dizaines d'années, qui ont préoccupé les médecins et les scientifiques allemands, qui n'étaient peut-être pas nazis non plus, mais en tout cas, c'est sur ce terreau qui a cette affirmation, en quelque sorte, ce vœu de pureté extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire ce qui, en disant que tout est génétique, parce que ça revient à ça, eh bien c'est quelque chose de ségrégatif que nous vivons déjà, que les enfants vivent déjà quand ils sont testés d'une certaine manière comportementale dans les écoles, lion rouge, lion noir, lion, etc., c'est-à-dire des modes de classification qui leur sont attribués en public, en quelque sorte, devant les autres enfants, et qui fait qu'on peut entendre des enfants qui disent à la personne qui les écoute, à leur psy, ils peuvent leur dire « Ah ben, je me débrouille maintenant avec mon handicap ». On leur dit que c'est des handicapés, alors qu'ils ont seulement des problèmes d'impureté avec leur fonctionnement par rapport à la vie. Voilà, donc on n'est peut-être pas encore très nombreux, mais bon, il y a d'autres mouvements qui, comme nous, refusent ce type de choix de société. C'est quasiment un choix de société dans lequel nous sommes, dont nous avons en quelque sorte la charge, au moins la charge de dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà.